Tu pourras faire un bêtisier avec cet épisode, c'est tellement cool. Tellement. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Bonjour tout le monde, pour ce nouvel épisode, on continue de vous emmener dans les coulisses de l'influence. On a quitté Bruxelles, on est en plein cœur de Paris. On va s'intéresser au secteur de l'influence en France et aux différences qu'il y a avec la Belgique. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Hermine Chasseriau. Salut Hermine. Hello. Pour donner un peu de contexte, Hermine, tu es née à Paris. Tu as grandi dans le sud de la France. Tu es passée par New York et Londres pour ensuite faire tes études en communication chez nous à Bruxelles. Après tes études, tu as directement travaillé dans le secteur du marketing d'influence. Tu as travaillé en agence chez Marie-Antoinette et chez Even. Et tu es aujourd'hui freelance, toujours dans le marketing d'influence, mais aussi avec la casquette de talent manager. Pendant ton parcours, tu as travaillé pour des marques comme Samsung, Danone, Perrier ou encore Deliveroo. On va parler de tout ça ensemble. Avec plaisir. Petit rappel que je fais souvent pendant cette saison 2, le secteur de l'influence n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Je me suis donc fait aider de ma team, Clara et Claire, pour les questions de cet épisode. Petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils sont expliqués en description de l'épisode. Pour commencer, comment tu t'es retrouvée dans le marketing d'influence ? Est-ce que c'était déjà une envie pendant tes études ? Non, c'est un peu par hasard que j'ai atterri dans l'influence. Donc, comme tu l'as dit, j'ai fait mes études à Bruxelles, mon master en relations publiques, spécialisation digitale. Et il fallait trouver un stage de fin d'études. Et j'ai un peu regardé, je voulais quand même revenir à Paris pour ce stage. Donc, j'ai cherché les agences, mais ça aurait pu être en relations presse, ça aurait pu être ailleurs. Et j'ai contacté donc, cette première agence chez Marie-Antoinette. Et il se trouve que c'est en influence qu'ils avaient besoin d'une stagiaire. Okay. Et donc, j'ai fait mon stage dans la petite team influence d'une agence de relations presse. Surtout, il y avait une petite team influence et social media. Et donc, j'ai atterri dans cette team et c'est là que j'ai découvert le marketing d'influence, puisqu'on n'en avait pas tellement parlé à l'école. Ce n'était pas encore quelque chose. Je crois que ça a changé aujourd'hui. On peut prendre des cours de marketing d'influence. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on a fait. Donc, c'était complètement par hasard parce que c'était dans cette team, mais j'aurais pu atterrir dans la team d'à côté et aujourd'hui faire des relations presse, par exemple. Et tu as direct accroché. Et ça m'a bien plu parce que justement, je suivais des influenceurs sur Instagram, etc. Je savais presque pas vraiment que c'était un métier, les agences qui faisaient faire des campagnes. Enfin, si, bien sûr, je voyais passer des campagnes sur Instagram, mais au final, voilà, je ne m'étais pas renseignée pour travailler là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé ça super chouette, super intéressant d'aller chercher des profils, essayer de placer les profils que j'aime suivre. Et voilà, il y a aussi l'événementiel, donc organiser des événements avec des influenceurs. C'était très chouette dès le début et ça m'a bien plu. Et je suis restée après mon stage. Ils m'ont proposé de rester, donc je suis restée quelques temps avec eux. Trop bien. Alors, avant de s'aventurer dans le vif du sujet, je propose qu'on fasse un petit état des lieux du marché de l'influence en France. En France, il y a beaucoup plus de concurrence qu'en Belgique, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de talents. On est aussi sur de plus gros budgets et sur un marché national, donc qui travaille essentiellement avec ces talents français. Donc oui, comme tu disais, il y a beaucoup d'influenceurs en France et je pense que même en Belgique, puisque c'est un pays francophone aussi, vous suivez quand même pas mal d'influenceurs français. En France, il y a toute cette team de gros youtubeurs, par exemple, qui est suivie aussi beaucoup en Belgique. Oui, après, il y en a beaucoup dans la food, dans le lifestyle, il y a vraiment de tout, que ce soit des micros, des macros, des nano-influenceurs. Donc oui, beaucoup de concurrence, beaucoup de choix, du coup aussi quand on doit faire des castings, beaucoup de choix, donc il faut faire les bons choix et c'est assez difficile de parfois faire la part des choses. Beaucoup de travail, de plus en plus, évidemment il y a les influenceurs où au début c'était pas un métier, donc il y a tous ceux qui ont commencé avant que ça devienne un métier. Et ensuite, tous ceux qui essayent de se lancer, qui savent que ça peut devenir
un moyen de gagner sa vie. Donc, beaucoup de gens ont commencé par la suite dans cet objectif-là. Alors, on va parler un peu des lois françaises qui sont mises en place pour l'influence. C'est beaucoup plus avancé qu'en Belgique, tout simplement parce qu'en France, vous avez des lois. En Belgique, il s'agit uniquement de recommandations du SPF Économie. Vous avez aussi des certificats, comme le certificat de l'influence responsable. Comment tu as vécu la construction de tout ce cadre légal ? Alors, donc moi, quand j'ai commencé, il y a 5 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore cette loi, la fameuse loi qui est passée la plus récente. Je crois que c'est la date de la loi de juin 2023. Et ça, c'est une loi qui a vraiment structuré tout le marketing d'influence, qui prend vraiment les influenceurs comme des créateurs, des gens qui sont rémunérés pour faire de la publicité. Et donc, qui a posé tout un cadre sur les mentions à intégrer sur les contenus, donc publicité ou collaboration commerciale, comment le faire, pourquoi. Et ça a aussi régulé beaucoup de choses sur tout ce qui est gifting, ça on pourra en reparler. Et ça a quand même changé les choses parce que c'était un peu à la one again. Avant, on envoie des cadeaux, on invite des gens, on leur demande de parler de nous, mais ils disent pas vraiment que c'est une publicité. Après, les gens ont été de plus en plus rémunérés, c'est-à-dire que les contenus d'influenceurs sont vraiment devenus des produits. Avant, ça n'était pas vraiment les réseaux sociaux, c'était juste une espèce de fenêtre sur la vie de ces gens qu'on suivait. Et puis, s'ils disaient « j'adore cette marque », ça pouvait être tout à fait naturel. Ça peut aussi toujours l'être, mais après, les marques, elles ont vu une opportunité là-dessus et elles se sont dit « Oh, on va lui demander de parler de nous ». Donc, au début, on va juste lui envoyer des cadeaux et puis les gens se sentent très touchés, donc ils en parlent. Et après, c'est vraiment devenu un marché. Et donc, les contenus sont vraiment des produits. On achète des stories, on achète des posts. Et donc, il a fallu réguler tout ça. Donc, il y a eu cette loi qui a vraiment fait en sorte qu'il y ait un cadre posé. Donc, c'est bien obligatoire de mettre les mentions publicité ou collaboration commerciale. C'est aussi obligatoire maintenant de déclarer tous les cadeaux que tu reçois, ou du moins ceux dont tu parles. Donc, tu peux recevoir un cadeau, ne pas en parler. Donc, libre à l'influenceur de parler de ce cadeau ou pas. Mais s'il en parle, il n'est pas à l'abri d'avoir un petit contrôle et qu'on vienne lui dire attention, là, tu n'as pas dit que c'était publicité. Tu es obligé de le dire, même si tu n'es pas payé. Tu dois mettre la mention publicité. Et après, surtout, tu dois déclarer sur ta déclaration d'impôt tout le montant de la valeur des cadeaux que tu as reçus. Et montrer. Voilà, et montrer. Donc, c'est vrai que moi, parfois, quand je travaillais donc avec une créatrice de contenu, quand elle recevait des cadeaux, je demandais la valeur, pour si jamais comme ça, elle avait besoin. Et même aussi, si elle était payée, elle devait aussi déclarer. Donc, c'est-à-dire que si... par exemple, on lui envoyait de la peinture pour repeindre sa chambre. Je demandais quand même la valeur de tout ce qu'elle avait reçu, puisque fatalement, elle était payée pour faire le poste, donc elle me parle de la peinture. Et ensuite, il faut qu'elle déclare quand même aussi ça en tant que cadeau. Ok. Voilà, ce qui est assez... je trouve ça un peu bizarre parfois, parce que je me dis, oui, des journalistes ou des gens à la télé qui vont parler d'un produit, eux vont pas déclarer, ils reçoivent aussi le cadeau. Donc, il y a peut-être des finesses, des choses à ajuster dans cette loi. Mais du coup, c'est parfois un peu désavantageux pour les marques parce qu'il y a plus de chances que l'influenceur ne parle pas du cadeau alors. Ouais, c'est ça qui a complètement changé par rapport au début, parce qu'avant, on envoyait vraiment des cadeaux. Et aussi, je sais pas si tu te rappelles, mais par exemple, les influenceuses beauté qui recevaient toutes les couleurs de fond de teint. Oui, tout à fait. Toutes les couleurs de rouge à lèvres dès qu'il y avait une nouvelle collection. Donc déjà, c'était pas du tout responsable. Ouais, clairement, déjà, pas justifié. Pour la planète, tu n'as besoin que d'une teinte de fond de teint. Donc ça, après, déjà, ça a changé pour un côté responsable. Mais en plus, après, on continue à envoyer des cadeaux aux gens en se disant, en fait, ça coûte rien à la marque d'envoyer des cadeaux. Et ils vont probablement avoir du contenu. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de refus. Dès que c'est du goodwill, on appelle ça,
en fait, on peut avoir beaucoup de refus des influenceurs qui disent « Ah bah non, je privilégie les collaborations rémunérées. » Et même si c'est un cadeau, on leur dit « Oui, mais t'es pas obligé d'en parler ou quoi ?» ou « Non, mais je préfère pas parce que… » Ok. Voilà, c'est pas très… Enfin, ils reçoivent un cadeau, il y en a qui disent « C'est pas très honnête de pas en parler. » Mais au final, voilà, mon sac à main, je le paye un petit peu vu qu'après, je suis taxée dessus. Ouais, exactement. Donc, je vais faire sans, ils se disent. Donc ça, oui, ça a bien changé la manière dont on rémunère et dont on aborde les influenceurs. Et du coup, concrètement, dans ta manière de travailler au day-to-day, qu'est-ce que ça a changé ? Concrètement, il y a eu pas mal de changements, typiquement les contrats aussi, qui avant cette loi n'étaient pas obligatoires. Petit à petit, ça a été très conseillé, donc on a commencé à en faire. Mais maintenant, c'est obligatoire d'avoir un contrat entre l'agence ou la marque et l'influenceur ou son agent, et des contrats qui vont cadrer vraiment la collaboration, que ce soit la date de publication, le nombre de publications aussi. Dessus, il y a le montant. On met aussi le montant de la dotation. Ça va aussi être, est-ce qu'il y a des droits ? Est-ce qu'il va y avoir de la sponsor derrière le post ? Est-ce que donc les droits, est-ce que la marque veut récupérer les contenus ? Tout ça, il faut que ce soit cadré dans le contrat. Et de plus, on a des agents aussi, puisque les agents se spécialisent aussi. Les agences d'influenceurs, c'est aussi arrivé. Au début, typiquement, on travaillait vraiment en one-to-one avec l'influenceur directement. Maintenant, ils ont quasi tous des agents. Et donc, les agents, ils s'y connaissent et ils protègent leur talent. Et ils vont demander à préciser, par exemple, le nombre d'allers-retours pour validation du contenu. Okay. Ensuite, ils vont demander à préciser est-ce qu'on peut repost le contenu ou pas ? Est-ce que la marque peut le repost donc organiquement ? Typiquement, des stories, ça m'est arrivé que l'agent demande à ce que la marque ne puisse même pas reposter la story organiquement. Okay. Donc, ça devient aussi hyper strict, puisque maintenant, tout a un coût. Enfin, ils vont faire tout, forcément, tout payer. C'est des produits, comme on disait, les contenus. Donc, ils peuvent faire demander un budget pour ça aussi. C'est assez nouveau. Mais donc, dans la manière de travailler, oui, les contrats. Ensuite, j'ai aussi eu le cas… Tu as parlé de l'influence responsable. Donc, ça, c'est une espèce de petit diplôme, une petite formation. En fait, c'est l'ARPP qui fait ça. Donc, l'ARPP, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Okay. Et oui, j'ai checké avant de faire le podcast quand même. Donc, en fait, c'est un organisme qui s'occupe aussi bien de la publicité à la télé, en rue. D'accord. Voilà, de la publicité en général en France, pour être sûr que la publicité soit juste, légale, pas abusive, etc. Et donc forcément, eux aussi, ils ont vu l'influence arriver, donc ils ont aussi dû s'adapter. Donc c'est eux qui ont commencé par faire ces recommandations sur les contenus influence, et ils ont créé ce label, je ne sais pas si on peut appeler ça un label, mais en tout cas d'influence responsable. Donc les influenceurs, c'est une petite formation qu'ils font en ligne. Et après, ils ont ce petit macaron qu'ils peuvent afficher et dire qu'ils ont le diplôme de l'influence responsable. Dans une des agences dans laquelle j'ai travaillé, je sais qu'on travaillait obligatoirement avec des profils qui avaient ce statut. C'est comme ça que l'agence fonctionnait, elle faisait aussi la promotion de ça à ses clients en disant on ne travaillait qu'avec des gens qui ont ce statut, et si on voulait vraiment travailler avec un profil qui l'avait pas, l'agence le finançait. Parce que ça a un petit coût, cette formation. Et du coup, si on voulait travailler avec un profil en particulier qui n'avait pas passé, on lui disait écoute, on te le finance pour cette campagne. Comme ça, on est sûr que tout est réglo. Voilà. Et donc, c'est une formation qui va faire en sorte qui va expliquer ce qu'il faut mettre dans les contenus pour être bien dans les règles, etc. Et la RPP aussi fait du conseil. Donc, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, en tant qu'agence, leur soumettre ta reco pour savoir si elle est dans les normes, dans les règles. Donc, la RPP peut te répondre
non, tu n'as pas le droit de faire la promotion d'un médicament qui te fait perdre 10 kilos en une nuit. Ok. Ou alors, tu peux aussi lui soumettre, je sais pas, le brief créatif que tu donnes à ton influenceur et ils peuvent te dire, là, il va manquer telle mention, là, il va manquer telle mention. Ou alors, si on parle de produits un peu santé, peut-être des compléments alimentaires ou quoi, il y a des termes à ne pas dire ou à dire. Donc, ils font aussi un peu de conseils comme ça où on peut aller les voir pour être sûr d'être dans les règles. C'est intéressant. Ouais. Et toi, tu l'utilises du coup, ce système? Du coup, dans une agence, ouais, on le faisait. Je pense qu'il faut avoir un compte pour avoir droit justement à certains conseils. Mais j'avais ça, ouais, dans une agence. J'avais dû faire une reco pour un sujet finance. Ok. Et donc là, il m'avait bien aidé. Et il se trouve qu'après ça, la loi justement dont on parlait de 2023 est passée. Et de toute façon, finance, on peut rien faire. Okay. Comme le jeu d'argent, etc. Oui. On fait pas d'influence là-dessus. Typiquement, ça a été réglementé. Ok, donc pareil. le loto ne peut pas faire de campagne d'influence. Non, par exemple. Okay. Exactement. Donc, tu peux pas demander à un influenceur de faire la pub de tickets à gratter ou choses comme ça. Okay. De médicaments ou de produits financiers. Voilà, c'est dans les trucs qui ont été réglementés. Alors, justement, parce qu'on parle des lois, en France, vous avez la loi E20. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer de quoi il s'agit et comment toi tu l'as intégré à ta manière de travailler? Alors, la loi E20, c'est la loi qui régule aussi tout ce qui est autour de la publicité, tout ce qui concerne l'alcool et le tabac aussi. Ok. Donc en fait, ça existe depuis pas mal d'années, depuis avant les années 2000. Mais donc ça concernait, en fait, ça interdit la publicité pour le tabac, d'abord, et ensuite ça a beaucoup limité la publicité pour l'alcool. Et forcément, c'est aussi une loi qui, avec la montée de l'influence, a dû s'adapter aux influenceurs et à cette nouvelle forme de publicité. On l'a que en France. Et donc c'est une loi qui, par exemple, va limiter ou du moins nous contraindre sur le choix des personnes avec qui on travaille. D'accord. Sur le casting qu'on va pouvoir proposer aux clients. Donc, typiquement, exemple très concret, pas de parents. Donc, il faut sur un feed, si tu veux travailler avec quelqu'un, il ne faut pas que sur son feed, il y ait des enfants. Ah, d'accord. La personne peut avoir des enfants, mais si elle les montre sur son feed, en tout cas, elle est identifiée comme parent. D'accord. Donc, pas d'alcool sur son feed. Tout ce qui est profil trop vacances aussi, pas possible parce que les profils voyage, tu vois, c'est trop détente. D'accord. Il ne faut pas associer l'alcool à la détente. Ok. C'est vachement cadré. Pareil, il ne faut pas qu'il fasse trop de sport, parce que sport, fitness, santé, ça ne va pas avec l'alcool. Donc déjà, voilà, là, on est très restreint. Les seules personnes avec qui on ne va pas avoir de problème pour travailler avec de l'alcool, ça va être toutes les personnes qui font un métier de bouche, donc c'est-à-dire les chefs. Ou pas forcément chefs, même les influenceurs qui juste postent que de la food, sont très dans la reco de restaurant, etc. Après, il y a différents levels. Je dirais, il y a ceux dont c'est le métier. Donc eux, par exemple, un barman ou un chef peut apparaître sur des contenus avec de l'alcool. Ils peuvent apparaître en train de faire un cocktail, etc. Visage découvert. On va pas leur mettre une cagoule, mais après, tu as les amateurs éclairés. Et les amateurs éclairés, ça va être un influenceur dont c'est pas le métier, mais qui, par exemple, fait beaucoup de resto, qui fait, sur lequel il y a beaucoup de foot, par exemple, ou d'alcool. Ça peut être quelqu'un qui juste partage autour de ça, des cocktails, etc. Mais dont c'est pas le métier. Donc là, il y a des nuances. Je veux pas dire de bêtises, je ne suis pas un service juridique. Mais en tout cas, ne pas apparaître full face en train de faire un cocktail. Donc les mains peuvent apparaître. Voilà. C'est dingue. C'est hyper contraignant. C'est hyper contraignant, oui. Okay. Donc, actuellement, je travaille pour un grand groupe d'alcooliers. Et donc, c'est très contraignant. Mais malgré tout, on arrive quand même à faire des choses. Déjà, donc, on doit faire valider. On a le service juridique qui nous accompagne beaucoup. Le service juridique de la marque, à qui on fait tout valider. Donc, en fait, là, ça change tout dans le timing des campagnes. Là où, normalement, tu envoies ton casting au client... il te le valide dans la journée, puis tu prends contact le lendemain, et puis tu avances sur ton brief et ta campagne. Allez,
Si vraiment en 10 jours tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Alors dans l'alcool, pas du tout. Tu dois d'abord faire un casting. Tu as le service juridique, c'est 1 fois par semaine. Et donc là, tu fais valider ton casting par le service juridique. Ensuite, tu dois faire valider ton brief. Ensuite, les influenceurs font le contenu. Ils nous les envoient. Nous, on fait déjà des retours que le client pourrait faire. Par exemple, là, tu dois changer ça, etc. Mais ensuite, on doit le faire valider au service juridique. Le service juridique peut dire quelque chose comme « il y a 3 verres sur la table, il n'en faut pas plus de 2 ». Okay. Sinon, ça fait fête autour de l'alcool. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de détente. Il y a des choses toutes bêtes, mais par exemple, pas une bougie allumée. Bougie éteinte, ça passe. Bougie allumée, ça passe pas. Ok. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça. Ouais. Donc ça, c'est le service juridique qui nous guide beaucoup. Hein. Et puis, quand ça fait quelques années que tu travailles comme ça, tu sais. Et après, tu as les réflexes. Il y a évidemment toutes les mentions sanitaires aussi autour de la loi E20 qui sont obligatoires tout le long du contenu. C'est comme un bandeau qu'on peut voir sur les publicités. Voilà, donc l'alcool est dangereux pour la santé. Et puis après, oui, c'est contraignant dans l'aspect créatif qu'on peut avoir parce que on aurait plein d'idées pour faire des trucs très chouettes, mais on peut pas tout faire. Donc, c'est surtout des recettes de cocktails parce que ça, il n'y a pas de problème. C'est des recettes de cocktails ou des recettes de plats aussi pour accompagner, faire des accords mets-vins. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant dans l'aspect créatif qui peut être un peu agaçant. Mais du coup, les délais de campagne donc, sont beaucoup plus longs, mais les marques d'alcool le savent. Ouais. Il n'y a jamais une marque d'alcool qui va vous dire dans 10 jours, j'ai une campagne. Nous, on va dire c'est pas possible. faut tout faire valider, faut trouver. Après, on peut faire évidemment plus ou moins rapidement quand c'est des. Du coup, on a tendance à retourner vers les mêmes profils, parce que le panel de profils qui est accepté, il n'est pas énorme. Donc, quand on connaît les profils déjà, ça aide pour aller un peu plus vite. Et on fait tout pour, comme on a ces petits créneaux de validation juridique, on essaye d'avoir un maximum de choses à faire valider pour que ça aille plus vite. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Mais donc, du coup, la loi E20, c'est une loi française. Mais pour des profils comme Claire, par exemple, qui est un profil belge, mais avec une grosse audience française, qu'est-ce qu'elle peut faire ou pas faire ? Est-ce qu'elle est touchée par cette loi ? Pour moi, ça dépend de qui l'engage pour créer le contenu. En fait, si c'est la marque en France qui l'engage, elle, on est soumis à la loi française. Par exemple, pour certaines marques avec lesquelles j'ai travaillé, on travaille aussi avec le groupe, donc on voit ce que font tous les autres pays. Et c'est super frustrant quand on voit que la France, on est limité, ils veulent faire plein de choses super et nous, on peut pas, typiquement quand il y a les Fashion Week, etc., nous, on peut pas associer la mode à l'alcool. Ce qui est dommage à Paris aussi, parce qu'il y aurait plein de choses à faire. Mais ce qu'ils peuvent faire dans d'autres pays. Je pense que oui, si l'influenceur est étranger, mais qu'il est engagé pour du contenu par la marque en France, il est soumis à la loi française, donc à la loi E20. Un peu plus personnellement, comment tu as vu l'influence évoluer ces dernières années, tant dans le travail avec les talents qu'avec les marques ? Pour moi, ça a évolué déjà parce que j'ai vu l'influence devenir un métier. Déjà, moi, en tant que consommatrice de contenu, déjà quand j'étais au lycée, que je suivais des youtubeurs, c'était pas du tout un métier. Et quand on voit après que moi, je bosse dedans, j'en ai fait mon métier, travailler avec les influenceurs, c'est fou de voir ça. Et ça étonne encore plein de gens qui se disent que mais non, mais c'est pas un métier, elle montre où elle part en vacances. Alors que c'est beaucoup plus que ça maintenant. Surtout quand on voit justement toutes les lois et tout ce cadre dont on vient de parler, c'est bien la preuve que c'est un métier. Oui, complètement. C'est ça qui parfois est dur à faire comprendre aux marques, c'est que c'est vraiment un métier, on n'est plus juste sur quelqu'un qui va partager son repas, ses vacances. En fait, il y a un vrai travail, et vous le savez parce que vous côtoyez les influenceurs, mais après, avec plus ou moins de production derrière. Il y en a qui maintenant font des énormes productions. Même les youtubeurs, on voit les vidéos, dernières vidéos de Squeezie dans son train. Oui, là on est sur des énormes productions. Et c'est vraiment, c'est leur métier full-time de créer des choses pareilles. Un vrai enjeu pour eux derrière aussi. Quand tu représentes une marque, il y a un enjeu derrière pour tes prochains contrats ou quoi. Eux vivent de ça.
Donc il y a pas mal de pédagogie à faire pour les marques. Et ça a été surtout à faire aussi au moment où il a fallu commencer à rémunérer les influenceurs. Parce que les marques pouvaient se dire, mais pourquoi ? Déjà, je lui offre mon saumon, en fait. Je lui offre du saumon, donc pourquoi il veut être payé ? Mais lui ne paye pas ses factures avec du saumon. C'est ça. Donc ça aussi, c'était pas mal de pédagogie. Donc quand tu travailles avec un client qui débute en influence, il faut expliquer ça. Après, c'est de plus en plus répandu. Mais quand je recevais les mails, moi, pour la créatrice de contenu avec qui je travaillais, il y avait encore beaucoup de marques qui osaient quand même encore, soit déjà pas proposer de budget, ou qui disaient c'est génial, on a du budget, donc on a 150 € pour toi, pour faire un réel, 3 sets de stories, venir nous voir en magasin, etc. Donc ça, c'est de la pédagogie à faire. Et puis après, je comprends, il y a des marques qui n'y connaissent rien du tout. J'ai travaillé récemment pour un projet où les clients, ils n'y connaissaient rien du tout. Donc, ils n'avaient aucune idée des budgets que ça représentait. Et parfois, ils peuvent un peu surpris parce qu'ils se disent « mais c'est si facile de poster une story juste sur notre produit ». Mais c'est un business derrière. Donc, voilà. Et ça, c'est ce qui a le plus évolué, je pense, depuis le début en influence. Bah oui, c'était justement ma prochaine question, mais tu as complètement répondu. Donc en 2025, il y a encore une certaine éducation digitale à faire auprès des marques. Est-ce que tu as l'impression qu'on va toujours plus loin, qu'on continue d'aller toujours plus loin dans le marketing d'influence ? Ou est-ce que l'âge d'or est peut-être déjà passé ? Je pense qu'on a été très très loin quand c'était la période très YouTube. Donc, il y a quelques années, avec les gros voyages aux États-Unis, moi, je me rappelle de marques de make-up qui envoyaient tout plein d'influenceuses aux États-Unis, qui leur faisaient faire des choses incroyables, qui leur offraient des tonnes et des tonnes de make-up. Donc ça, j'ai l'impression que cet âge-là de l'influence, elle est quand même passée. Parce que c'est pas très responsable de faire ça, de mettre plein de gens dans des avions et d'envoyer plein de produits, etc. Ça se fait plus. Même en agence, toutes les agences dans lesquelles j'ai travaillé sont moins pour les portages, les cadeaux, etc. Parce que voilà, pour être plus responsable. Je pense que juste ça se réinvente. Parce que il y en a qui arrivent. C'est peut-être de plus en plus authentique aussi. Ce qui marche le plus quand on s'adresse à un influenceur, c'est de rester complètement dans sa ligne édito et d'être le plus naturel possible. Donc je pense qu'on se réinvente comme ça. Il y a aussi le fait qu'au début, on se disait si je paye quelqu'un pour parler de mon produit, je vais lui dire quoi dire, je vais lui faire ce que je veux. Alors certes, il y a un brief créatif à suivre, mais on ne paye pas un acteur pour lire un script. Je pense aussi que ça a pas mal évolué. C'est aussi de la pédagogie pour les clients, de dire en fait la personne, si on veut travailler avec elle, c'est parce qu'on aime ce qu'elle fait de base. Donc on va la laisser faire un peu ce qu'elle veut et ce qui va toucher son audience pour que le contenu fonctionne. On n'est plus dans de la publicité pure et dure où on lui fait dire ce qu'il veut. Et donc la marque doit aussi accepter que l'influenceur réinterprète le message à sa sauce, quoi. Oui, complètement. Si on fait appel à quelqu'un de très drôle, c'est parce qu'on aime son humour, donc on va le laisser peut-être faire des blagues sur la marque, etc. Donc oui, il faut... et ça, faut éduquer le client, la marque, en lui disant, voilà, c'est un conseil qu'on lui donne, ça marchera au mieux si c'est au plus proche de ce que l'influenceur fait. Sinon, après, ça ressemble à du contenu social média que la marque pourrait faire sur son contenu à lui, ou alors à de la publicité télé, et c'est pas du tout authentique. Et en général, ça fait du flop, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. On veut de la performance. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, justement en parlant de performance, sur la compétition entre agences, sur des appels d'offres en marketing d'influence? Est-ce que y a une pression constante? Comment ça se vit? La pression entre agences. Je pense que je suis pas directement touchée parce que je suis pas boss d'une agence ou quoi. Je sais que quand on a des recommandations à faire, souvent on est en compétition avec d'autres agences. Donc parfois on sait quelles agences, parfois on ne sait pas quelles agences. Parfois il faut travailler aussi avec d'autres agences, ce qui peut être un peu compliqué. Parfois quand un client a son social media dans une agence,
l'influence dans une autre agence. C'est un cas que j'ai eu pas mal de fois. On essaye quand même d'avoir des stratégies 360, donc il faut s'accorder avec les autres agences. Et là, ça peut être un peu plus compliqué. Sur la compétition, je pense que c'est plus du côté business que ça se joue, qu'il faut se faire connaître. C'est de la relation avec les marques. Ça arrive souvent que les clients qu'on connaît bien partent pour une autre boîte et arriver dans l'autre boîte se disent « Ah, je travaillais avec cette agence, c'était super ». Ça, c'est le meilleur cas possible parce que tu gagnes un nouveau client un peu comme ça. Ouais. Mais sinon, déjà à Paris, toutes les agences presque sont à Paris. Elles sont presque toutes dans le même quartier. Donc ça aussi, c'est drôle qu'elles soient très proches, même géographiquement, dans Paris. Mais après, oui, il y a de la concurrence, mais il y a quand même du travail a priori pour tout le monde. Il y a de la compétition et c'est à celui qui fera le mieux. Je voulais aussi aborder un autre sujet qui est celui des métiers qui deviennent des influenceurs, comme par exemple des pâtissiers à qui on demande aujourd'hui des collaborations et du contenu. Je vais citer Cédric Grolet, mais tu auras sûrement d'autres exemples. Est-ce que c'est un créneau que les agences prennent pour être plus originales ou avoir des profils plus pertinents, plus niches? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ça, c'est un phénomène assez intéressant parce que c'est nouveau sur les réseaux. Mais après, souvent, j'aime bien faire le lien avec, par exemple, les acteurs. En fait, le début de l'influence, par exemple, c'était les actrices sur les tapis rouges. Une marque prête une robe, un sac. Il n'y avait pas encore les réseaux, mais finalement, c'était quand même de l'influence. Lady Di, c'était une grande influenceuse. Tout le monde a copié sa coupe, ses vêtements, etc. Donc, il y avait déjà quand même de l'influence chez les personnes un peu célèbres comme ça. Mais ce qui est drôle maintenant, c'est que les cuisiniers, les pâtissiers, même les acteurs, les chanteurs, on a cette fenêtre sur leur vie grâce à leur réseau qui nous permet d'être plus proches d'eux. Et donc les marques aussi, elles prennent ce créneau-là. Typiquement, je disais dans l'alcool, on a tendance à travailler avec des chefs. Les chefs deviennent aussi des influenceurs. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que même si on travaille avec eux pour, un événement où ils vont venir cuisiner, on va aussi leur demander sur leur réseau de créer du contenu. Donc en fait, ils ont cette nouvelle casquette d'influenceurs où on leur demande de créer, poster, etc. sur la marque. Il y a plein d'exemples. Oui, Cédric Grolet, il a vraiment fait son image autour de ses réseaux et de ses vidéos. Quand on voit devant sa boutique, s'il tourne une vidéo devant sa vitrine, il y a un monde fou dehors, c'est incroyable. Mais je pensais aussi à Amaury Guichon, qui lui fait plein de collaborations commerciales. Maintenant, c'est un chocolatier qui fait des structures en chocolat incroyables. Il n'y a pas longtemps, il a fait avec MAC Cosmétiques, où quelqu'un est venu sur un tapis rouge croquer un rouge à lèvres qu'il avait fait. Et c'est un super coup de com' parce que... C'est clair. Voilà, il a fait aussi un géant baume pour les lèvres d'une autre marque. Et donc, lui, sur son compte, c'est indiqué collaboration commerciale. Donc, il devient l'influenceur. C'est hyper original et je pense que les marques ont raison d'aller vers ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a il y a même des médecins qui deviennent influenceurs maintenant, qui font des contenus sur les réseaux. Et genre des vrais docteurs qui maintenant font du contenu. Donc il y a vraiment, ce créneau-là aussi des personnalités, pas forcément publiques, mais qui ont un vrai métier de base et qui vont aussi avoir cette casquette influenceur puisqu'ils vont se construire une communauté sur leur réseau. Je sais pas, même des photographes qui au départ partagent leur travail sur leur réseau et qui deviennent finalement un peu des créateurs de contenu. Et inversement, il y a des gens complètement lambda comme toi et moi qui ont commencé à partager leur quotidien et qui maintenant sortent des livres de cuisine et qui font des choses incroyables. Ça va dans les deux sens. Et quand je vois aussi, je vais prendre l'exemple d'Angèle, qui pendant toute sa dernière tournée était habillée en Chanel. Maintenant, elle devient égérie Adidas. Il y a aussi une sorte d'influence. On cherche aussi un peu ça dans ce profil, je pense. Oui, complètement. Elle est suivie donc de base pour totalement autre chose. Et puis au final, elle va un peu chercher aussi les collabs où elle veut. Ouais, c'est clair. En portant ce qu'elle veut et elle attire les collabs. Ouais.
Niveau pratico-pratique, quels outils est-ce que tu utilises pour bosser sur tes missions d'influence? Parce que Clara et Thelma de chez Atelier Milky nous ont déjà expliqué dans un épisode précédent comment elles travaillent sur des campagnes d'influence. Et donc, étant donné que le marché est quand même différent et beaucoup plus grand en France, ce serait intéressant de savoir si vous travaillez peut-être de la même manière, avec les mêmes outils ou pas. Eh ben, spoiler, on travaille aussi avec CallSquare. Mais il existe plein d'outils. Hein. Pareil, il y en a de plus en plus qui se développent. J'ai pu en essayer plusieurs dans les différentes agences. Actuellement, c'est CallSquare que je trouve hyper utile et très bien fait. Mais oui, on travaille avec CallSquare qui nous aide pour les castings, qui nous aide aussi pour beaucoup de veille sur ce qui est dit sur les clients. On peut aller chercher des contenus... tout ce qui est dit sur la marque et puis surtout pour le reporting aussi pour récupérer les contenus, récupérer les données, les statistiques. C'est un outil hyper utile et je pense qu'on travaille globalement de la même manière grâce à cet outil. Ok. Question un peu plus perso, mais qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes moins dans le milieu de l'influence? Alors, ce que j'aime dans mon métier, peut-être pas directement dans l'influence en général, mais où moi, du moins comment je travaille, j'adore avoir ce côté 3 casquettes. Le côté agence, donc là, être avec les clients, en contact avec les influenceurs, etc. Mais je travaille aussi parfois directement avec l'annonceur. Et ça, j'adore, parce qu'au final, c'est un peu moi l'agence. Donc j'ai le même rôle que dans une agence, mais c'est plus chouette, je trouve, d'être directement avec le client. Et la casquette aussi créateur de contenu, je pense que ça me permet, enfin, c'est pas moi la créatrice de contenu, mais en tout cas agent de créateur de contenu, ça me permet d'avoir vraiment ce point de vue 360 sur l'influence. Je pense complètement de comprendre les problématiques de chaque partie. Parce que quand je travaille pour une créatrice de contenu et qu'il y a plein de retours sur les contenus, par exemple, je me dis oui, il y a un service juridique derrière qui l'oblige à me faire ses retours. Donc, t'as une compréhension du secteur qui est hyper complète. Ouais, voilà. Alors que je me dis, si je travaillais que du côté des influenceurs, je me dirais, les agences sont chiantes, c'est compliqué, il y a trop de retours, etc. Mais je me dis, non, en fait, c'est pas de leur faute. Il y a des choses un peu compliquées partout et inversement, quand je travaille pour la marque directement, que l'influenceur travaille comme ci ou comme ça, je me dis en fait la marque se rend pas compte qu'il faut attendre qu'il fasse beau temps pour avoir des belles photos par exemple. Enfin, c'est tout bête, mais donc oui, ça prend un peu plus de temps parce que il faut que la personne soit dispo, qu'il y ait du soleil, voilà. Donc oui, je pense que c'est vraiment ce qui me plaît dans la manière dont je travaille, c'est d'avoir cette vue à 360 sur un peu tout. Je pense que c'est un atout que je travaille pour les influenceurs ou pour une marque directement. Ce qui me plaît, c'est le côté créatif. Le plus drôle, c'est de faire des contenus créatifs qui vont plaire à la marque. Quand on fait faire des choses chouettes aux influenceurs, ça, c'est toujours sympa. Et ce qui me plaît le moins, c'est quand je me sens vieille. Parce que je comprends. Parce qu'il y a des gens, on parle de quelqu'un, je suis là, qui ? Oui. Je ne connais pas cette personne. Et parce que il y a plein de nouveaux influenceurs. TikTok, ça a vachement changé les choses aussi. Il suffit que quelqu'un se casse la figure sur une vidéo et puis là, il a 100 000 abonnés. Et puis, du coup, il doit suivre et il doit continuer pour garder le rythme. Donc, il y a des gens qui arrivent de nulle part tout le temps. Donc, faut suivre. C'est hyper chouette aussi. C'est challengeant. Ça fait beaucoup scroller. Mais c'est challengeant de rester à la page. En tout cas, des profils... qui sont tendances, tout ça. Mais parfois t'es là, non, je comprends pas, c'est une traîne en fait. Mais j'ai exactement la même chose aussi en social media organique, mais des fois je me sens vieille alors que j'essaye de tout faire pour rester dans le coup. Mais déjà rien que de dire rester dans le coup, on est vieille, tu vois. Mais j'avoue que je compte quand même parfois sur les juniors pour nous tenir à jour, tu vois. Elles savent, elles sont jeunes. Mais je comprends. On va finir l'épisode sur cette question. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui aujourd'hui voudraient faire le métier que tu fais, ce serait quoi ? Alors, déjà, comme on disait au tout début, je pense que maintenant il y a des formations pour faire du marketing d'influence. Mais c'est vrai qu'à l'école, nous, on ne nous parlait vraiment pas de
du marketing d'influence. En conseil, je dirais, c'est déjà s'intéresser à tout. Il faut traîner sur les réseaux, il faut voir ce qui se fait. Et moi, je pense que vraiment, l'agence, c'est vraiment un bon moyen de... C'est formateur. C'est très formateur. Commencer... D'ailleurs, le parcours en général, c'est plus les gens commencent en agence et ensuite trouvent une place chez l'annonceur, travaillent pour les marques. Mais se faire en agence, c'est quand même hyper formateur parce que tu travailles sur plein de clients. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur des clients totalement différents, de la tech, de l'agroalimentaire, de tout. Ouais, génial. Donc ça, c'est super chouette. Plus tu travailles avec des gens, plus tu as des problématiques différentes que tu apprends à gérer. Exactement. Le rythme agence aussi, forcément, c'est très... C'est très intense, il faut le tenir. Et après, tu peux être que plus prête à gérer des projets, travailler en équipe, etc. Mais oui, je pense que surtout s'intéresser à tout, toujours être curieux, aller bosser en agence pour être dans le dur directement. Ouais, c'est ça. On arrive à la fin de cet épisode. Merci Hermine d'être venue au micro de Social Kids. Merci à toi. Ciao. Bye bye.